Un langage guerrier inédit au CMP, texte d'Ahmed Benaïch qu'il signe Anna Mondello. Quelques jours après le début du confinement, les soignants tentent d'organiser l'activité ambulatoire en fonction des annonces faites au jour le jour. Un témoignage d'Anna Mondello. Les centres médico-psychologiques CMP sont positionnés en première ligne pour assurer l'activité ambulatoire. Cette première ligne de soins vaut surtout pour un maintien de l'action de s'occuper des patients, à dispenser des conseils sur les gestes barrières ou à informer sur la manière de remplir les attestations de déplacement. Au fil de journée, c'est tout autant contenir l'angoisse des patients et leur expression. Nous programmons nos entretiens autant que cela est possible par téléphone. Certaines visites à domicile sont incontournables, de même que la venue des patients pour les injections, les piluliers ou encore pour dire leur peur. Plus que jamais, notre rôle se joue autour de la sollicitude et du soin. Les activités thérapeutiques sont annulées et les hôpitaux de jour fermés. À notre niveau, nous contribuons à limiter la saturation de services d'urgence par des problématiques de santé mentale et en maintenant notre activité de CMP pour les consultations infirmières, médicales ou psychologiques. Je ne compte plus le nombreux appels de patients qui s'inquiètent de savoir si les activités thérapeutiques sont maintenues. Les appels se sont tant multipliés que je n'ai pas lâché le combiné pendant près de 3 heures. Ce qui nous semble naturel, à savoir le maintien coûte que coûte de soins, ne l'est pas forcément pour nos patients. Incompréhension généralisée oblige. Ce que nous vivons est inédit. Le président l'a dit. Nous sommes en guerre. On peut alors mieux comprendre le recours à un vocabulaire guerrier dans les points d'étape qui nous seront faits chaque matin au cours de la semaine. Première ligne, seconde ligne, ligne de front. Autant de mots que l'on entend dans ces films de guerre. Au cours de cette semaine, le personnel d'encadrement recense des volontaires afin d'anticiper un redéploiement qui ne devrait pas tarder à venir. On apprend qu'en intra, des collègues se portent volontaires pour les unités Covid. Quelques-uns d'entre nous sont volontaires pour être déployés vers l'intra. Je propose en outre, de mon côté, d'assurer des temps de supervision aux collègues en psychiatrie comme en soins généraux. Après quelques jours, les besoins se font vite sentir parmi le personnel. Partout, l'inquiétude grandit. D'autant que même au centre psy, des patients semblent atteints par le virus. Ma fatigue covidienne. Merci. Hier, je suis allé chez Sétimo. La soixantaine approchant, j'assure son suivi avec sa psychiatre depuis maintenant 5 ans. Mes visites ont lieu toutes les 3 semaines environ. Sétimo ne venant au CMP que pour les consultations médicales. Il se décrit comme un vétéran plein d'expérience. Je suis un ancien toxicomane, ancien détenu, ancien malade psychiatrique et presque un ancien fumeur maintenant. Ce patient qui vit au 2e étage d'une tour d'immeuble a connu une vie faite de hauts et de bas. Ancien polytoxicomane sous traitement substitutif, il a longtemps vécu du business, ce qui lui a valu quelques séjours carcéraux. Suivi exclusivement en addictologie pendant de nombreuses années, Sétimo a été diagnostiqué schizophrène et stabilisé sur le tard. Toujours un peu méfiant, il n'accepte des incursions à son domicile que depuis quelques années. Mes premières visites à son domicile ont été difficiles, malgré son accueil toujours chaleureux. Sétimo, très gros fumeur, fumait en effet, il y a encore peu, une 50aine de cigarettes par jour. 54, très exactement. Récemment, sa consommation a diminué de moitié. Si en été, il prend soin d'aérer l'appartement, l'hiver, un nuage de fumée emplit l'air et rend les entrevues difficiles. Au fil du temps, j'ai pris l'habitude de programmer mes visites en fin de poste. Le lavage et le shampouinage des traces olfactives laissées par le tabac étaient des incontournables de l'après-visite chez Sétimo. Comme la plupart des patients de ma file active depuis le début du confinement, j'ai pris l'habitude de contacter Sétimo par téléphone. Nous avons longuement échangé lors du dernier entretien infirmier au cours duquel il m'a expliqué en quoi le confinement lui pèse. Son problème, c'est son rapport à l'autre et à lui-même.
Cet IMO, plus seul que jamais, est comme privé de la liberté de ressentir. Le Covid a emporté avec lui le grouillement urbain. Je reçois son émoi, son angoisse, qu'il décrit comme un sentiment nouveau de solitude alors qu'il vit seul et reçoit seulement la visite hebdomadaire de son jeune frère, lequel a troqué ses visites contre des appels téléphoniques. Un hypermarché se trouve à quelques centaines de mètres de l'immeuble de cet IMO. 2 fois par semaine, il y fait son loto, va prendre un café dans la galerie marchande, puis fait ses courses. C'est son rituel. Pour l'y avoir déjà croisé au moment de son café, il donne parfois l'impression de se nourrir et de s'apaiser de l'effervescence qui l'entoure. Mais depuis le début des mesures de confinement, les boutiques de la galerie sont fermées. Seul l'accès aux magasins alimentaires est possible mais réglementé. En outre, cet IMO n'a plus d'attestation de déplacement et n'ose pas sortir sans. De son passé tumultueux, il a gardé une peur viscérale des forces de l'ordre. Après l'entretien téléphonique, nous avons donc convenu qu'à la faveur d'une visite à domicile près de chez lui, je lui dépose dans sa boîte aux lettres des attestations de déplacement imprimées. Arrivé au pied de son immeuble, je trouve cet IMO accoudé à la fenêtre ouverte de son appartement, situé 2 étages plus haut. Passé les civilités, j'observe que cet IMO se montre plus jovial qu'au téléphone. Derrière d'apparents échanges anodins, où nous parlons de tout et de rien, cet IMO semble ravi de converser avec une personne en chair et en os, même à distance. Il me questionne sur l'activité du CMP. Dans ce contexte, je prends bien soin de ne pas évoquer sa prise en charge. Le CMP, ou son traitement secret professionnel, oblige. Cependant, il ne manque pas d'interpeller de jeunes adultes qui discutent au pied de l'immeuble sans s'émouvoir de possibles distances barrières. « Hé, vous avez vu? C'est Madame Mondello. C'est mon infirmière qui s'occupe de moi. Elle est venue m'apporter mes papiers de sortie. Il faut applaudir les gens de l'hôpital, chaque soir les jeunes. C'est important ce qu'ils font. » Pour le secret professionnel, on a déjà fait plus discret. L'air perplexe des personnes interpellées par cet IMO et leur regard éberlué m'indiquent qu'ils n'ont pas totalement saisi les propos de mon patient. S'ensuit un échange animé mais serein sur la difficulté des personnes confinées en appartement, qu'ils soient jeunes ou vieux. Au pied de la tour, chacun donne son point de vue. La perturbation des relations est au cœur du débat, provoquée par un Sétimo ravi de son rôle de modérateur improvisé. Difficile de ne pas être amusé par une telle scène. Et souriant, à Sétimo à sa fenêtre, une réplique des inconnus me traverse l'esprit. « Oh Manu, tu sors bien. Pourquoi faire? Mais c'est parce que c'est un destin. » Je me ravise toutefois. D'une part, ça ne ferait que rajouter à la confusion de la situation, et d'autre part, je ne suis pas certaine de disposer de l'énergie nécessaire pour décrire les inconnus à de jeunes adultes qui ne doivent sans doute pas les connaître. Cette visite à domicile me permet de saisir les effets du confinement sur certains de nos patients. Dans le cas de cet IMO, l'absence d'excitation, de brouhaha extérieur, sans doute protecteur et enveloppant, semble le déstabiliser en plus du changement de sa routine. Il ressent un véritable trouble du rythme non cardiaque, un trouble du ressenti. Bien sûr, l'alliance thérapeutique marche à plein via le téléphone, mais ce qui fait défaut relève d'une sorte de sollicitude physique. Je repars avec le sentiment d'une prise en charge accomplie, même si la moiteur de cette fin de journée d'avril, particulièrement ensoleillée, m'empêche d'analyser finement ce qui vient de se jouer. Un entretien clinique téléphonique élaboré, puis un échange de civilité, très à distance mais néanmoins physique, complété par un débat urbain. L'ensemble semble aujourd'hui former un tout. Je laisse Sétimo souriant qui verbalisera à mon départ les bienfaits de cette visite, tout fier de l'effervescence qu'il a lui-même provoquée. Éloge de la fatigue, c'est un poème écrit par Robert Lamoureux. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur,
mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisée, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit, et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre, à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le gué. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur met un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue alors m'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer, mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.